Bonjour à tous et à tous, Corentin Touré. Aujourd'hui, je veux vous aborder qu'est-ce que ça représente un actif et qu'est-ce que ça représente un passif. Qu'est-ce que peut être un actif, qu'est-ce que peut être un passif. On va gérer ça dans par exemple, une situation où on a madame, monsieur, madame par exemple 35 ans, monsieur qui a, un peu plus âgé, 38 ans admettons, et ils ont deux enfants, une fille âgée de 7 ans et un garçon âgé de 5 ans, admettons. Donc, c'est la situation un peu globale, une famille moyenne, c'est-à-dire qui reçoit, par exemple, euh, la personne travaille chez un boulot de, on va dire, assistant directeur dans une compagnie de prêt-à-porter, par exemple, et madame a un boulot dans un concessionnaire Honda. Les deux réunis touchent un salaire de 80 000 dollars. Monsieur touche 40 000 dollars et madame 40 000 dollars. On va faire les choses équitables. Donc, finalement, ils ont un salaire imposable à 40 000 dollars, c'est-à-dire à une tranche d'imposition avoisinant les 37%. Alors, il y a plusieurs stratégies, mais là, on va parler en fait de qu'est-ce qui est un actif, qu'est-ce qui est un passif. Dans leur cas, qu'est-ce que pourrait être un actif? Leur salaire est un actif. Il faut préciser que eux sont mariés. Donc, le fait d'être mariés, déjà, euh, c'est important en fait de considérer ce statut-là, mais que quand le divorce se présente. Parce que quand le divorce n'est pas présent, le seul avantage qu'il peut y avoir en étant marié d'un point de vue fiscal, en fait, c'est de pouvoir avoir euh, euh, une économie au niveau de l'impôt. Surtout quand tu vas commencer à décaisser un produit financier. Je te donne un exemple. Par exemple, tu as un régime enregistré d'épargne retraite et ton conjoint, par exemple, n'a pas de régime enregistré d'épargne retraite. En fait, tu vas cotiser au nom de ton conjoint pour pouvoir bénéficier en fait au niveau de l'impôt, de sa, de son taux marginal d'imposition. Si les deux sont au même salaire, logiquement, ils ont le même taux marginal d'imposition. Donc, il n'y a pas un grand intérêt d'être marié ou pas. Là, dans ces cas-là, ça ne change pas grand-chose d'un point de vue fiscal. Qu'est-ce qu'ils ont comme actifs? Tous les biens acquis pendant le mariage sont des actifs communs. Donc, la maison principale, la résidence principale est un actif commun. Il faut savoir que, par exemple, au décès, euh, une résidence principale, il n'y aura pas d'impôt, euh, il n'y aura pas de gain en capital, donc il n'y aura pas d'impôt sur le gain en capital à payer. Par contre, si monsieur X, madame Y ont fait l'acquisition d'un chalet en montagne, là, il va y avoir une imposition, on appelle ça un gain en capital, c'est-à-dire la plus-value euh, de l'impôt payé, mais seulement sur la plus-value, c'est-à-dire combien ça a pris depuis la dernière fois. Sachant que l'immobilier, on va dire dans le plus gros majorité, 80% du temps, ça prend de la valeur au lieu d'en perdre. Donc là, ils vont devoir payer de l'impôt. C'est pour ça qu'il y en a que des fois, ils font une espèce de vente de feu. Ils doivent se débarrasser le plus rapidement possible de ce bien parce que les enfants, des fois, ne veulent pas prendre la responsabilité du patrimoine parce que ça inclut à la fois l'actif et le passif. Les deux ont acquis ensemble un véhicule familial, donc on va dire un petit Dodge Caravan, hein, pour faire rêver parce qu'il faut de la place pour les enfants. Donc, ils ont acquis ce Dodge Caravan-là, c'est un bien commun. Et ça, c'est clairement un actif. Il y a des personnes qui m'ont déjà dit, oh, mais regarde, j'ai pas fini de payer mon Dodge Caravan. Là, c'est sûr que c'est pas forcément un actif. Mais si c'est fini de payer, si tu es allé jusqu'au bout, là, on ne parle pas des dépenses comme l'essence, on ne parle pas des dépenses comme les réparations. Ça, c'est pas considéré comme un passif. La voiture, elle est à toi. Et en fait, un actif, c'est qu'est-ce qui peut être liquidable au décès ou alors quand tu as besoin vraiment rapidement d'argent. Si tu as besoin rapidement d'argent, là, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire appel à qu'est-ce que tu as comme actif, qu'est-ce que tu disposes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est monétisable. Avant d'en arriver là, il y a ce qu'on appelle l'assurance vie. L'assurance vie, donc ça c'est en cas de si la personne décède, mais si la personne ne décède pas, si par exemple elle a une maladie ou qu'elle est en incapacité de travailler, parce qu'en général quand on a besoin d'argent, c'est qu'il y a une situation extrême qui arrive. Si on a besoin d'argent, qu'on est encore en vie, à ce moment-là on pourra utiliser ce qu'on appelle l'invalidité. L'invalidité, ça va se fixer sur des montants qui vont correspondre en fait à si tu es travailleur à temps plein,
combien d'heures tu fais par semaine, dans quel secteur tu es, quel risque ça présente. Puis tout ça, on va pouvoir te donner un montant. Ce montant-là va pouvoir être utilisable soit après un délai de 3 mois pour certaines compagnies, ou soit après un délai d'un mois pour certaines compagnies. Ça dépend aussi du prix que vous allez payer par mois. Si au bout de 3 mois, là, vous êtes considéré comme invalide, et on va commencer à payer en fait à partir du troisième mois. Ce troisième mois-là, dès qu'il va arriver, donc vous êtes par exemple confiné à l'hôpital ou des choses comme ça, dès que ce troisième mois va arriver, c'est-à-dire par exemple, là on est le 2 avril 2020, donc à partir du 2, du 2 juillet 2020, on va vous payer en fait les 2 mois qui viennent de passer. 2 des 3 mois qui viennent de passer, donc d'un coup. Par exemple, si vous avez pris une invalidité à 1500 par mois, on va vous payer 3000 d'un coup qui vont vous servir en fait à régler peut-être les avances que vous avez fait pour les différents intervenants. Sachant que vous bénéficiez aussi justement peut-être d'une assurance sociale également. Donc tout ça, c'est un service vraiment complémentaire, full complémentaire. Dans le cas de l'assurance vie, donc ça, c'est des montants que vous allez choisir qui vont vous être versés. Si vous n'avez pas de garantie complémentaire, ça va aller directement à vos bénéficiaires. Mais l'assurance vie, il faut bien le comprendre, c'est clairement un actif. Parce que ça vous permet de laisser de l'argent en main propre à vos enfants. C'est comme un héritage, mais à une personne spécifique. Vous allez mettre le nom des bénéficiaires et à combien de pourcentage vous voulez que ces personnes reçoivent en fait l'argent que vous allez leur laisser. Cet argent va servir à quoi? Non seulement il va servir à couvrir en fait le fait que vous ne soyez plus là, c'est-à-dire que peut-être que vous pourriez apporter aujourd'hui, encore aujourd'hui, vous pouvez apporter à votre famille un certain équilibre financier, c'est-à-dire le fait que vos enfants peuvent s'acheter toutes leurs fournitures pour aller à l'école, les enfants peuvent s'habiller librement, papa, j'ai envie de ça, oh, vous allez pouvoir lui offrir rapidement. Mais en fait, si vous n'êtes plus là, vous ne serez peut-être que la personne qui est en couple avec vous ne sera pas capable de faire les mêmes choses parce qu'elle aura sûrement d'autres priorités. Si vous payez ensemble le loyer, c'est normal. Vous payez ensemble aussi la voiture, c'est normal que, effectivement, ben là, on va se retrouver à de faire des dépenses qu'on ne calculait pas forcément. Là, on va devoir se retrouver à payer le strict minimum, en fait. C'est là que intervient l'assurance vie et a un grand rôle en termes d'économie personnelle et de pouvoir d'achat. Euh, donc, que ce soit dans le cas où vous restez en vie, que ce soit dans le cas où vous n'êtes plus là malheureusement. Et ça peut être aussi un membre de votre famille que vous pouvez assurer parce que, par exemple, cette personne envoie de l'argent dans votre pays, ça c'est le cas dans les communautés, mais ça c'est dans le cas des cultures en fait. Généralement, la culture occidentale, c'est surtout basé sur la famille. Euh, et la culture je veux dire, la culture occidentale, c'est basé sur la famille proche, on va dire, euh, le père, la mère, les enfants. La culture africaine, c'est aussi basé sur un peu plus, au même titre que la culture asiatique d'ailleurs, c'est basé vraiment sur l'esprit paternel, les grands-parents, euh, envoyer de l'argent aux grands-parents. Et souvent, on s'assure soi-même pour que les grands-parents en fait puissent recevoir de l'argent ou nos parents puissent recevoir de l'argent, car en fait, on a vraiment un grand sens de oh ben je vais on n'est pas en fait comment on appelle ça? Il y a une génération, la génération en ce moment, ils sont pas très reconnaissants de qu'est-ce qu'on fait pour eux. Mais les générations d'avant, il faut savoir que oui, vous êtes très très reconnaissant pour qu'est-ce que vos parents ont fait pour vous. Et dans ces cas-là, vous voulez avoir, vous avez quelque chose au fond de vous qui vous dit, ah ben, il faut que je fasse un acte, il faut que je fasse quelque chose pour qu'ils ne se retrouvent pas en fait dans le trouble. Parce qu'ils ont tout fait pour que moi, aujourd'hui, je puisse avoir un équilibre, que ça soit financier, dans ma vie en général. Et en fait, vous allez tout faire pour que eux aussi puissent avoir cet équilibre-là et puissent avoir le moins de soucis en fait dans leur vie. Donc vous allez en fait leur faciliter la vie. Et c'était ça que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Donc c'était le petit point style assurance. C'était en fait pour vous mettre au courant qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est un actif, qu'est-ce qui est un passif, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider vous-même et aider votre famille. Ok, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.